Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast, votre podcast préféré que vous écoutez sur iTunes, sur Deezer, parce que c'est français, comme vient de me le dire quelqu'un dans ce studio, mais aussi sur votre chaîne YouTube 100% PSG, ici Paris-Île-de-France, chaîne qui attend bien évidemment votre abonnement. Abonnez-vous et vos commentaires aussi. Épisode 22 aujourd'hui, épisode où il va être question bien évidemment de la victoire face à Rennes, du déplacement qui arrive pour aller du côté de, Barcelone, ça va pas moi, Bilbao bien évidemment. Eh bien Bilbao, tiens, on va en parler. J'aimerais que vous me parliez vous, sur les réseaux et sur le chat de votre premier déplacement pour être allé voir un match du Paris Saint-Germain. La première fois que vous êtes parti avec votre maillot du Paris Saint-Germain, vous êtes parti en parkage voir un match. Alors moi, c'est pas un parkage. Moi, la première fois que j'ai commenté pour ici Paris-Île-de-France un match du Paris Saint-Germain, c'était le 5 janvier 2008. On va fêter l'énorme coup de pelle, les 18 ans dans quelques mois, dans un mois à peine. Voilà, ça fait 18 ans qu'on vous commente les matchs et on en est bien évidemment très fiers. Allez, les amis, il est temps de s'y mettre. Voilà le chemin parcouru en tout cas, mais racontez-moi un petit peu votre premier déplacement et un peu comment ça s'était passé. C'est temps maintenant d'ouvrir cette tribune. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune, le PSG qui s'impose 5-0 face à Rennes samedi et qui reste collé au basque de Lens, le leader du championnat. Pour évoquer ce match, on déclenchera bien évidemment un j'aime pas, puis on se posera deux questions. Après sa prestation, Safonov peut-il rebattre les cartes en tant que titulaire au Paris Saint-Germain? J'ai déjà des débatteurs qui sont là. Mais pourquoi ils posent cette question? Ils secouent la tête. Oui, on va la poser, monsieur Méchénois, mais vous n'avez pas la parole tout de suite. De son côté, Ousmane Dembélé enchaîne les bouts de rencontre. Est-ce que pour vous, c'est bien? Est-ce que c'est rassurant? Ou est-ce qu'il est inquiétant, Ousmane Dembélé? Et puis on rajoute une dernière question dans cette tribune avec la Ligue des Champions qui arrive pour le match de Bilbao. Juste savoir si pour vous, désormais, ce qui est important, c'est le championnat ou la Ligue des Champions? Parce que la Ligue des Champions, c'est bon, t'as ton ticket, t'es quasiment qualifié, tu y vas en 8e, t'es à peu près tranquille. Ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher cette première place en championnat? On en parle de ça et du reste dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Je vais faire comme d'habitude. Désormais, j'annonce les trois noms à la suite. Ambre Godillon, Adrien Chantegrelet et Marc Méchénois. Bonjour. Salut Bruno. Bonjour. Salut. Oula, le décalage terrible. Là, vous avez foiré complet. En retard. La semaine dernière, l'équipe avait été à l'unisson, mais là, cette fois-ci, alors. Je vous explique la scène que j'ai vécue il y a très peu de temps, c'est-à-dire une petite demi-heure sur WhatsApp. Je reçois un appel vidéo de la copine, Ambre Godillon, qui me fait « Bruno, je veux que tu regardes, ma voiture ne démarre pas, j'arrive pas à démarrer, je peux pas venir. » Ambre Godillon qui est avec nous, ça me fait plaisir et merci de te mettre en ligne, mais je sais que ta voiture est en rade et qu'il va falloir s'en occuper cet après-midi, mon ami. Bienvenue à toi, bienvenue aussi à Marc Méchénois. Tous les deux, vous êtes journalistes indépendants et on a notre copain qui est de retour dans cette tribune, Adrien Chantegrelet, The Voice of the Parisien. La première de la saison. C'est la première de la saison. On fait un vœu, on t'aura eu avant la fin 2025. Exactement. C'est beau. Bah oui, bien sûr. Bienvenue, Plaisir. mon Adri. Les plaisirs de te retrouver. J'en ai profité au Médiadé. Mais dis donc, Adri, coup de qu'est-ce que pression. tu fais Voilà, tu vois, tu me mets un coup de pression. Ah, c'est bon, je peux venir. Ça fait plaisir. Je peux pas dire non. Non, ça fait très très plaisir. Allez, on attaque rapidement avec le j'aime et le j'aime pas. Et on attaque avec toi. Ambre, tiens, pour le j'aime, on attaque avec les j'aime. Ça donne quoi de ton côté? Moi, j'ai aimé, n'en déplaise à Matt Fort qui doit nous écouter, les titis voilà, qui ont répondu présent parce qu'on avait eu un gros débat évidemment la semaine dernière sur les titis qui montaient en puissance, la patience qu'on devait avoir envers eux. Et bon, Matt, on sait qu'il est de nature un petit peu impatiente. Mais ça y est, on tient enfin un vrai match référence pour plusieurs titis en même temps. Dans des cas différents, hein, parce que Mayoulou, il piochait un peu et il n'a pas tout bien fait, mais il a été réaliste quand il le fallait, il a fait le break. Il y a Mbaye qui décollait pas trop, c'était l'objet de nos débats. Ça y est, il marque son premier but au Parc des Princes, en plus d'un missile surpuissant, il nous a vraiment régalé. Warren, c'était le meilleur ces derniers temps, mais ça y est, enfin, il enchaîne, c'est peut-être son meilleur match comme arrière droit. Il continue d'enchaîner les titularisations, et je salue le fait qu'il ne s'est jamais enlisé dans le doute, même quand on lui est tous tombés dessus. Et puis on peut finir par Quentin N'Jantou qui est impliqué sur les deux buts. Voilà, pour moi, c'est
la performance est parfaite de nos Titi. Parfaite, bon, peut-être pas, mais elle est en grande progression. Et dans ces moments où voilà, il y a beaucoup de défections du côté de l'infirmerie, ô combien ça fait du bien. Et j'imagine que Luis Enrique doit être satisfait. C'est vrai que Adrien, enfin les Titi, en fait, Il y a deux, Warren il y a deux voilà. catégories de Titi. Il y a un Ouais. peu les Titi affirmés, que ce soit Warren et Sine Mayulu, et les Titi un peu nouveaux, que ce soit Njantou, Mbaye. Moi, je suis surtout content pour Mbaye parce qu'on voyait un garçon qui doutait pas mal dans le jeu, qui peinait à se lâcher. Et le fait voilà, de marquer, peut-être que ça va le libérer et prendre un peu plus confiance. Le fait que Enrique, à un moment, lui envoyait une petite pique en l'envoyant en U19 il y a quelques semaines de ça, peut-être que ça lui a fait du bien et de prendre conscience que rien n'était acquis dans ce PSG. Donc voilà, en plus, superbe but au parc devant les supporters. Donc il était ravi, Mbaye. Ouais, effectivement, ça fait plaisir de voir que ça démarre. C'est vrai que il y a plusieurs catégories. On va revenir sur Warren dans quelques instants. Seny Mayulu, passeur décisif aussi, hein, et buteur. C'est une feuille de match plutôt intéressante. Et c'est vrai que le cas Mbaye posait beaucoup de questions. On se posait tous des questions. Et là, on a l'impression qu'il s'est enfin lâché. Marc, Tu veux que je parte sur Mbaye, sur comme tu Mayulu? veux. Bah, pour Mbaye, en fait, il est dans une séquence où il y a quand même le choix de ses agents qui avaient fait parler. Je pense que ça pouvait être pesant. Et surtout, en fait, il y a le choix de sa nationalité sportive et son passage, des retours, moi, que j'ai eu, son passage en équipe du Sénégal, ça s'est extrêmement bien passé. Le staff sénégalais était ravi de l'avoir et je crois que lui, il était ravi d'être là. Et puis ça s'est vu donc sur le deuxième match. Et puis depuis, j'ai l'impression qu'on voit quand même un garçon assez transformé. Je sais que Luis Enrique apprécie beaucoup les qualités intrinsèques du footballeur, et voilà, sur le plan de la maturité, il juge qu'il doit encore progresser sur pas mal d'aspects. Et je pense que le passage chez les 19, c'est aussi ce message-là qui est passé. Et quant à Mayulu, bah, faut quand même, il est quand même trimballé à tous les postes du front de l'attaque. Comment dire, c'est lui la grande variable d'ajustement de ce PSG. À droite, à gauche, en pointe, au milieu, arrière droit, quand Warren sort. Donc, je trouve que c'est pas facile pour lui de trouver des repères et il s'en tire très très bien. En tout cas, il y a eu un message de la part de Luis Enrique qui a expliqué qu'il n'était pas là pour faire des cadeaux. Voilà. C'est pas la première fois. Déjà, après le précédent match au Parc en Ligue 1, il avait dit, de toute façon, moi, je fais aucun cadeau. Les minutes que j'offre au Titi, c'est pas des cadeaux. J'ai pas envie qu'ils rentrent quand il y a 4-0 ou 3-0. C'est des minutes que je valorise. Et on l'a bien vu que, voilà, typiquement David Boly et Noam Camara sont pas rentrés. C'est que peut-être qu'il estimait que des garçons sont encore en mesure de progresser et que d'autres jeunes méritent davantage de jouer. Donc, les minutes qu'il offre, c'est pas des cadeaux. Je préfère faire jouer ma grand-mère que faire des cadeaux. Avec ça, c'est très clair, pas de cadeaux. Et puis de dire voilà, que sa grand-mère était disparue. L'humour à froid du coach au PSG. Tu joues si tu mérites de jouer, sinon tu dois encore t'améliorer. Bon, voilà, comme ça au moins c'est dit et c'est réglé pour Luis Enrique avec ses Titi. Marc, avec toi, ton j'aime s'il te plaît. Un focus plus particulier sur Warren Zaïre-Emery, qui je trouve depuis 3 mois retrouve match après match une consistance qu'on désespérait un peu de lui voir retrouver. Avec ses caractéristiques très précises, il a une prise de balle, sa capacité à se retourner, à prendre et à avoir de la verticalité en portant le ballon, qui a un profil assez unique d'ailleurs aussi au Paris Saint-Germain. Ce côté, sa capacité à résister au duel à l'épaule, à sortir vainqueur de ces duels et à faire des différences qui sont énormissimes. Il y a une séquence dans ce match où on le voit avoir un 1-2, je crois, avec Barcola et finalement repartir dans l'axe et manquer sa passe. Je trouve que d'ailleurs, en fait, c'est ça, en fait, tout le point, tout le chemin qui lui reste à parcourir pour venir perturber définitivement la hiérarchie du milieu, c'est d'être décisif dans les zones de vérité, d'avoir une passe décisive ou des buts, d'avoir des statistiques. Pourtant, il en fait c'est un vrai casse-brique. Enfin, il fait du gros boulot. Bien sûr, mais du coup, en fait, il lui manque soit ce dernier geste où souvent on le voit tenter sa chance et en fait être contré. Parce que je pense que tout le monde connaît sa qualité de frappe. Et c'est un joueur qui est très bien en équilibre, très bien en appui. Et quand ça part fort et souvent ça cadre.
Donc il est surveillé là-dessus. Et moi, je pense juste qu'il manque en fait ces statistiques. Et à partir du moment où il va commencer à claquer des buts ou à donner des passes D, là vraiment, on va pouvoir se poser la question de remettre en cause la hiérarchie du milieu dans les grandes rencontres. Et alors, ce qui est fou, Ambre, c'est qu'on parle de Warren Zaïre-Emery en tant que milieu de terrain, alors qu'il est en train de s'affirmer dans ce couloir droit et de trouver des automatismes et d'avoir le process Hakimi. Alors, ça va pas aussi vite, ça va pas avec les mêmes qualités, mais ça prend le couloir, ça rentre à l'intérieur, ça devient un milieu de terrain parfois. Enfin, c'est assez intéressant à voir évoluer finalement, Warren. Ouais, après, c'est dans le sens contraire d'Achraf Hakimi, parce qu'Achraf, plus le temps passait, plus il développait des qualités de milieu de terrain. Il aimait bien repiquer de plus en plus dans l'axe, venir suppléer les milieux de terrain en même temps qu'il attaquait. Là, c'est vrai que on sent que Warren développe d'autres qualités. Et en même temps, a-t-il vraiment le choix, Bruno? J'ai envie de te Ah poser non. la question, parce qu'il n'y a pas il y a pas de suppléant, en fait, derrière Achraf Hakimi. On connaît l'exigence de Luis Enrique et il est très patient, je pense, mais ça match ou ça match pas. On rentre dans la case. S'il faut faire rentrer des ronds dans des carrés, va falloir s'arrondir un petit peu. Voilà, et on sent que Warren, pendant longtemps, n'a pas eu d'autre choix, voilà, que de prendre pleine possession, pas des qualités d'Achraf Hakimi, mais des qualités que Luis Enrique attend à ce poste-là, et j'ai l'impression que ça lui sied de plus en plus. En plus, il ne fatigue pas, voilà, parce que c'est vrai que ce que demande Luis Enrique à ce poste-là, c'est vraiment énergivore, et on sent que Warren prend de plus en plus d'épaisseur, et ça fait plaisir à voir, parce qu'on a eu des doutes début de saison, et plus les semaines passent, plus il s'épanouit, plus il retrouve un regain d'énergie, techniquement, il retrouve aussi ses qualités. Non, ça fait vraiment plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir, effectivement. Et puis même là, tu le vois, quand il vient Mm. en zone mixte, il a le sourire, Il est libéré. libéré, effectivement. Il y a un poids, Mm. il a laissé un poids. Oui, Marc. C'est le joueur de champ le plus utilisé cette saison, en fait. Ouais, Voilà, il est tout simplement. plus, enfin, ça, la dernière fois qu'il était sur le banc, ça remonte contre l'Atalanta, Ah le oui, 17 septembre. Après, d'accord. il a 16, tout enchaîné. 16 titularisations Bah, c'est consécutives. beau. Non, mais c'est beau. Puis voilà, au début, c'était compliqué. Pas Mhm. mal de gens se disaient, Mais voilà. en fait, il faut accepter. Mais en fait, c'est la même bascule Faut qu'Emba et c'est le accepter. passage en espoir C'est qui comme lui a si on redonné disait du demain, boost. tu vas Ça aller fait au du bien. service éco, Ouais. tu vois. De quoi? C'est comme si demain on disait tu vas aller bosser au service éco. Eh ben, vu comment je gère mes comptes, je Ouais. peux te dire un truc que le service éco, ils vont pas être vas mécontents dire, d'avoir ah, un beau bonhomme comme moi, tiens. Peut-être Fait divers, j'aime bien. peut-être je vais mettre du temps à être bon dans mes sujets, quoi. On est d'accord, je suis complètement d'accord. C'est vrai. Très bon exemple. Voilà. De Peut-être c'est Marc un peu Chenois. too much. Non, Ça fait un peu c'était- service marketing. C'était bien, non, mais c'était À la bien. tendance, Adri, avec toi, ton premier j'aime de l'année 2025, enfin, Et le dernier. et dernier, Sûrement. voilà. Non, sans grande originalité, je vais partir sur Guevara, qu'on attendait un petit peu cette saison en Ligue 1. Il y avait un peu le Guevara Ligue des Champions percutant et le Guevara en Ligue 1 un peu plus tranquille, un peu plus dans le dur. Et là, le fait qu'il ait démarré à gauche, déjà, je le trouve beaucoup plus performant. Et les deux buts, le premier notamment, part de ce côté gauche-là où il a des repères, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise que quand il est à droite, ou même lui le reconnaissait en conférence de presse, que le fait d'être à gauche, il a une zone de confort qui lui sied davantage que quand il est à droite où il a moins de repères. Et donc là, vraiment, je l'ai senti en Cannes, parce qu'on n'est pas beaucoup vu cette saison en Ligue 1. C'est son deuxième doublé seulement avec le PSG. Donc voilà, il faut espérer que ça lance pleinement la saison, parce que dans une attaque où Dembélé n'était pas là, Doué n'était pas là, où Barcola était un peu sur courant alternatif, moi j'entendais beaucoup de Guevara sur ce début de saison qui prennent un peu ses responsabilités. C'était pas trop le cas pour le moment en Ligue 1, où évidemment il y avait aussi un manque de fraîcheur physique qui était évident, même lui l'avait reconnu. Donc voilà, peut-être que le point de bascule est arrivé sur ce match de samedi, j'espère. J'ai cette impression pour Kvaratskhelia que c'est aussi un champion et il s'est fait piquer. Il y a eu pas mal de papiers cette semaine sur des doutes autour de Kvara, de dire qu'il était voilà, un peu engoncé dans cette Ligue 1. Et là, sa réponse, c'est de dire ok, t'es pas content, doublé. Bah, moi, je trouvais que la semaine dernière, on en a parlé. Je Ah oui, trouvais que c'est c'était très notre dur, débat. en fait. Mm. Moi, je trouvais que la critique était très dure avec lui parce qu'il n'y avait pas de statistiques. Mais si tu dois comparer avec ce qui est comparable au Paris Saint-Germain, tu vois, par rapport à Bradley Barcola, qui est son concurrent sur le côté gauche, bah, en fait, il y avait quand même un joueur qui faisait des différences, qui tentait des choses, qui mettait quand même du punch et arrivait à provoquer des actions chaudes face à un autre joueur qui était souvent amorphe et donnait beaucoup de neutralité. Et moi, je trouve que c'était un gage de
une gageure. Voilà, fallait pas s'inquiéter pour lui. À un moment donné, ça allait se retourner. Et c'est quand même un joueur qui est toujours dangereux dans les matchs, qui parvient toujours au moins à avoir des actions où il va donner une passe, une action de but, il va créer quelque chose. Et là-dessus, après, il faut aussi gérer. Je pense qu'il y a une nouveauté pour lui. En fait, être le seul leader d'attaque, entre guillemets, sur qui t'attend qu'il se passe quelque chose dans une grande équipe championne d'Europe, c'est nouveau et ça met une certaine pression. Et moi, je trouve qu'il n'a jamais fui ses responsabilités. 20 matchs, ou en tout cas 20 entrées, en tout cas 20 matchs cette saison, c'est ce que ça donne. Et on en est à 5 réalisations en Ligue des Champions et en Ligue 1, et 5 assists en Ligue 1, ce qui est plutôt pas mal. Ligue 1 et Ligue des Champions, c'est pas non plus complètement infamant, mais c'est vrai qu'on le trouvait un peu ronronnant en Ligue 1. On avait l'impression que le plat l'intéressait pas. Ça faisait un peu penser à ce qui s'était passé à Naples la saison du titre, où les Italiens avaient remarqué que la saison d'après, il avait eu du mal à confirmer, à repartir un peu de l'avant. Donc là, il prouve que non, qu'il est en capacité de se renouveler et de repartir sur les bases qu'on avait. Après, l'an passé, il s'est intégré à une vitesse tellement folle que c'était pas la normalité en fait de se retrouver aussi bon comme Pacho aussi. Voilà, ces joueurs qui, au bout de 3-4 matchs, ont l'impression qu'ils sont déjà là depuis X temps. Donc digérer aussi plein de petites choses. En tout cas, les j'aime sont passés. Passons maintenant aux j'aime pas. Avec toi, Ambre, sur quoi va-t-on j'aime pas, s'il te plaît? Alors déjà, il faut préciser que vraiment, je chipote. Parce Oui, que c'est quand tu dans la es au conversation sortir d'un WhatsApp, j'ai le 5-0, droit. Dans la conversation de WhatsApp, j'étais dur à là, trouver. Voilà. Oui, j'ai pas de j'aime pas, je sais pas, mais j'ai quand même dit je veux un j'aime pas. Voilà. Donc c'est un petit j'aime pas, voilà. j'ai compris. Oui, voilà, c'est des petits chipotages de mon côté. Je vais retenir le côté diesel. Ça rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire sur Kvara, parce que pour moi, il en est le symbole. C'est vrai que je vais pas dire qu'il choisissait ses matchs, mais on a l'impression qu'il y en a certains où il force un petit peu plus que d'autres. C'est à l'image de l'équipe. Moi, j'ai l'impression simplement qu'on voit que quand on décide de passer la seconde, personne ne peut arrêter ce Paris Saint-Germain-là. Il y a eu un non-match à Monaco, à Lorient ou d'autres, mais quand le Paris Saint-Germain se remet à jouer son jeu, bon, évidemment, Kvara, je dis, il en est le symbole parce qu'il a défendu, parce qu'il y a le pressing, parce qu'il joue la profondeur et les ailes, qui est l'essence du jeu de Luis Enrique. Mais ça contraste en fait avec des trop nombreux matchs de Ligue 1 où ils ont été pris en flagrant délit de nonchalance, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, c'est un petit peu à l'image de Kvara ou de Barcola. Quand on voit que ces joueurs élèvent leur niveau et leurs intentions, on voit un autre match. Hier, pareil, ça tourne très bien. Mais si vraiment je dois chipoter, le match il tourne au moment du premier but. Avant, Safonov, il a 2 arrêts. Il y a une première demi-heure moyenne, bonne, à 6 sur 10, on va dire. Voilà. Et une autre qui est une masterclass à 8 sur 10. Donc il y a de la progression, il y a plus de maîtrise, c'est plus abouti. Mais pour moi, la petite marge, elle est encore sur ce côté un petit peu diesel, même si je minimise pas le match. Mais je dis, on est un peu bousculé avant. Ce serait bien que maintenant, il y ait un peu comme le match face à l'Atalanta, qui est pour moi le match référence, où tu as 95 minutes pied au plancher, tu laisses 0 miette à l'adversaire. Et ça, voilà, c'était ce qu'on avait vu en deuxième partie de saison sur l'exercice 2025. Ce serait bien, ça y est, la machine sort à mesure que les titulaires reviennent et réintègrent les 11 de départ, qu'on voit davantage ça, qu'on laisse pas de miettes, quoi. C'est vrai qu'on n'avait plus, et on n'a plus l'habitude, on n'a plus vu ce Paris Saint-Germain qui, dès le premier quart d'heure, assomme son adversaire. C'est plus trop ça, parce que là, on a des adversaires aussi qui nous proposent des choses, Marc, qui viennent se matcher un petit peu. Il a tenté le coup, avec son équipe. Première frappe, je crois, c'est 19 secondes. Ouais. 29 secondes, Frankowski. En fait, je pense que c'est aussi ça la problématique d'une équipe qui ronronne, tu vois, qui n'est pas à 100% de ses capacités physiques. En fait, tu as besoin de t'as des mises en jambe qui sont très lourdes. Tu as besoin aussi, je pense que ce qui s'est passé quand même, c'est pas que la maîtrise technique et tactique, c'est qu'à un moment donné, tu as une équipe samedi soir qui est extrêmement réaliste face à une équipe qui se heurte à un gardien qui fait deux parades. Et en fait, quand tu rentres à 2-0 à la mi-temps, c'est sévère. Moi, je me suis dit, wow, c'est sévère pour Rennes, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu t'es fait trimballer quand même pendant bien 25 minutes, quoi. C'est vrai. Donc, quand tu rentres à 2-0 à la mi-temps et que tu prends le deuxième but à la 39e, tu te dis, le match est plié, c'est terminé, en fait. Donc, c'est aussi ça la lecture c'est aussi une des lectures du match qu'on peut avoir, c'est que quand ils rentrent à la mi-temps, déjà, il y avait des joueurs rennais qui se doutaient que, leur série d'invincibilité allait s'arrêter au Parc. Et quand tu rentres à 2-0, que tu as pris un but à la 39e, tu te
te dis que ça peut être sévère et tu as peur de prendre la valise. Et en fait, tu prends la valise. Quoi. Ils ont pris la valise, effectivement, on rappelle le 5-0, je trouve que c'était sévère, même si la demi-temps, elle est incroyable. Il y a le carton rouge aussi de Jérémy Jacquet qui... Ils n'ont pas vu le jour en deuxième, Rennes. Ouais, mais... C'est inexistant. Voilà. Jacquet, il n'a pas de chance parce que son premier carton, c'est quand même un peu de la flûte. Son jaune, le premier jaune, il le méritait pas. C'est-à-dire que tu cadres 6 fois, t'en mis 5. Mais ce qui est assez intéressant, je sais pas, il y a 2-3 choses. Par exemple, sur Jacquet, je sais pas si les gens l'ont vu ou si les caméras vous l'ont fait voir, mais pour ceux qui étaient au stade, il faut savoir que Rongier, quand il y a le 3e but, essaie de regarder sa jeune défense et il les prend tous les deux, et tous les trois, et il leur dit calmez-vous. Il leur fait signe de la main en disant détendez-vous, détendez-vous. Et là, Jacquet, il y va, il met une semelle. Mais quelques instants avant, le capitaine comprend que les gamins derrière sont en train de craquer et que ça va prendre l'eau. Bref, on en a profité, c'est bien là le principal, du côté du Paris Saint-Germain. Mais effectivement, ce petit côté diesel, c'est un peu particulier avec le Paris Saint-Germain. Mais on le sait, il y a plein de circonstances qui font que ce PSG démarre peut-être un petit peu plus loin. Juste un truc... je vais venir te voir, hein, Adri. Ambre, moi, il y a un truc qui m'a plu quand même, c'est de voir enfin Lucho revenir avec son équipe au bord de la pelouse. Et moi, je suis désolé, pour moi, il y a une différence. Il n'a pas expliqué ça en conf Non, après match? Non. C'est parce qu'il a vu Paolo Fonseca qui revenait sur le bord du terrain. Il s'est dit... Du côté Lyon. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que l'équipe est rentrée dans son match tout de suite, en fait. On était bousculés, c'était compliqué, mais on était beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais, je sais pas si c'est de par la physionomie de l'adversaire aussi, comme tu l'as dit, Rennes c'est une équipe Big Bay qui a pas voulu fermer. Peut-être que le coach s'est dit il faut que d'entrée de jeu on va être bousculé, il faut que je sois là, il faut que je donne les consignes. Je sais pas, j'ai pas d'explication non plus, peut-être que Marc en a, mais c'est bien. Moi, en tout cas, moi je trouve ça très bien qu'il soit revenu sur le bord du terrain. Ouais, moi je le préfère là qu'à nos côtés en tribune de presse. Là, Après, il était en première période à Monaco sur le bord du terrain. Et ça n'a pas servi, c'est vrai. Merci de le rappeler, Adri. C'est toujours bon que tu sois là. Adrien, justement, ton j'aime pas, s'il te plaît. Mon j'aime pas, c'est sur le manque d'alternatives au poste d'attaquant, faux neuf derrière Ousmane Dembélé. J'inclus aussi Dembélé un peu à part, mais c'est que il y a eu Mayoulou, il y a eu Kanguinli, il y a N'Jantou, il y a Ramos, il y a eu Gvara, il y a eu Barco, et il y en a aucun qui arrive vraiment à devenir une vraie alternative à Ousmane Dembélé. Et autant Mayoulou sur le début de saison aurait montré des choses intéressantes, et je trouve que physiquement il a un peu du mal à prendre la mesure de ce poste-là avec le temps. Et là il a réessayé encore Kanguinli à ce poste-là, ça faisait un moment qu'il l'avait pas essayé non plus. Et je trouve que ça marche pas, en fait, tout simplement. Et on voit que Gonzalo Ramos, même quand il démarre, il a énormément de balles. On en reparlera derrière. Et que il y a un peu un no man's land sur ce poste d'attaquant. Est-ce que ça demande une réflexion sur du recrutement ou pas? Je ne sais pas du tout. Je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, mais je trouve que voilà, en fait, si t'as pas Ousmane Dembélé en faux numéro 9 derrière, c'est un peu vide, quoi, je trouve. Et pour un effectif de l'envergure du PSG, je trouve que tu manques de garantie un peu sur un poste aussi clé. Le jour où Ousmane Dembélé sera pas là, ou il sera pas en forme. Donc là, c'est un de nos débats, mais j'ai pas l'impression qu'il soit bien là. Pour l'instant, non. Ouais. Il est là sans être là. C'est ça. Mais tu l'as vu, il est pas là. Voilà. Donc, je pense que Ramos ne sera jamais ce numéro 9 que veut Enrique. Kanguinli non plus. Donc, ça me pose un peu question. Parce que je garde Marc dans quelques instants, puisque je connais son j'aime pas, et ça va rebondir justement sur les attaquants. Dans les faux neufs hors Dembélé, te satisfait le plus? Ambre, est-ce qu'il y en a un où tu te dis pourquoi pas continuer à travailler avec lui? Honnêtement, si je rembobine et que je suis honnête avec moi, je regarde dans le rétroviseur avant qu'il y ait Ousmane Dembélé, on était tous insatisfaits. Voilà. Il y en avait tous, certains qui se montraient un match et puis qui montraient un autre visage un autre. Alors oui, Kanguinli était peut-être celui qui cochait le plus de cases à un moment donné, mais moi j'ai zéro certitude sur un joueur parce qu'en fait, si je suis honnête avec moi-même, j'étais pas satisfaite quand il y en avait un autre Ousmane Dembélé la saison dernière. C'est clair. Et puis de toute façon, sur Kanguinli, effectivement, c'est courant alternatif. Mayoulou, c'est pareil. Voilà, ça manque de continuité pour un joueur à ce poste-là. Mayoulou, il a fait 3-4 matchs, mais dès qu'on a vu là sur les derniers matchs où il est revenu à ce poste-là, c'était
un peu plus compliqué dès qu'il s'attaque à des défenses rugueuses et physiques. Et voilà, c'est ce qui est normal. Il y a de l'apprentissage, tout ça. Ramos, on sait que ça convient pas non plus pour Il n'y a pour aucune d'autres raisons. certitude. Voilà, c'est ça. Et justement, Ramos, il vient d'être cité par fait la 2 fois, passe D, mais là. vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'en parle pas plus? Eh bien, ça tombe bien. Bonjour, Marc Méchénois, merci d'être avec nous. Marc qui va nous parler de Gonzalo Ramos. Bien sûr. C'est ton j'aime pas. En fait, il y a un mois et demi, j'avais émis une inquiétude de voir Gonzalo Ramos être en voie de Randall Colomonisation. Et ça y est, c'est officiel, on peut le dire. Ah bon? En tout cas, moi je considère qu'un joueur qui n'a joué qu'une fois titulaire depuis le 25 octobre et que lorsqu'il rentre, c'est toujours moins de 20 minutes, voire moins d'un quart d'heure, c'est moitié-moitié. Il le fait et qu'il passe aussi derrière Seny Mayulu, N'Djantou. Kongili et N'Djantou au poste de numéro 9. Je crois que le message est extrêmement clair. Il faudrait poser la question à Luis Enrique. Est-ce que l'année dernière, vous avez mis Randall Colomwani sur le banc jusqu'à la trêve internationale à partir de telle date, exactement la même période, vous faites la même chose avec Gonzalo Ramos, à une exception près contre Le Havre. Est-ce que... Après, il y a des motifs qui le poussent à le mettre sur le banc. Oui, mais aussi. la question de savoir, est-ce que, vu que le processus semble identique, Gonzalo Ramos sera toujours au Paris Saint-Germain Mais moi, je le trouve pas du tout février, en fait. identique. Le process, pour moi, est pas du tout identique parce que tu as 2 catégories de joueurs, même 3. Tu as ceux qui réussissent tout, tu as ceux qui ne réussissent que dans un registre, titulaire ou remplaçant, et tu as ceux qui réussissent rien. Et je trouve que autant Randall Colomwani, il ne saisissait aucune fenêtre de tir. En sortie de banc, en titulaire, il n'y arrivait pas parce qu'il n'avait pas la confiance, qu'il ne rentrait pas dans le système. Voilà, on peut ressortir ressort tous ses les stats et arguments tu qu'on verras avait. qu'elles sont quasi identiques à celles Ah non, de... ah non, Ah, mais si, non, si. tu peux pas Tu comparer. rigoles, mais On bien, joue pas du tout dans la même 5 cour. buts. Je reviens. Mais non. Allez-y, discutez Mais entre ça- vous, mais j'arrive. Oui, Je regarde. Gonzalo Ramos, c'est 17 buts en sortie de banc. Je te parle de là, début de saison. Ah oui, sur Ah, mais À ce Gonzalo stade de la Ramos, saison, tu Oui, veux à dire, ce entre stade de la Colo saison, et... ils ont quasiment les mêmes stats. Gonzalo mais Ramos, il y en a 6 buts. Gonzalo Ramos, 6 buts, ouais. oui, Dont un penalty à si- Leverkusen quand tu mènes combien? Il y a combien au final à 7-2. Leverkusen? 7-2, voilà. Bon. Oui, mais si tu regardes le prorata au temps de jeu en sortie de banc, j'entends bien en sortie de banc, ce qui confirme son statut vraiment de super sub, tu vois bien que c'est pas du tout le même. Le ratio, Oui, parce que moi, il me rappelle plutôt un C'est pas une Mauro question de Icardi à l'époque. C'est pas une question de Mais- statistique, c'est une question de pourquoi Luis Ah bah Enrique si. le privilégie toujours des Titi devant lui qui ne sont pas experts du Mais poste. Peut-être évidemment pour que c'est Quentin une question Jantou de là. statistique. Pour Quentin Jantou Il là. a une efficacité qui est hors norme en sortie de banc et parce qu'il ne sied pas du tout, évidemment, aux intentions de jeu de Luis Enrique. Oui, C'est mais aussi donc pour dans ça. ce cas-là, Voilà. si tu n'es pas capable de remettre en cause la hiérarchie, tu n'es pas capable de jouer le jeu de la concurrence, puisque en fait Gonzalo Ramos ne peut pas jouer le jeu de la concurrence puisqu'il est, selon ton argumentaire, bon en sortie de banc et donc que utilisable en sortie de banc. Ça veut dire que aujourd'hui, l'ensemble des titulaires savent qu'ils ne matchent pas avec Oui, lui. mais il nous fait pas démentir à chaque fois qu'il est titulaire, il met pas un pied devant l'autre. Bien sûr, mais Il bon. touche pas Et quand, un il, ballon. Oui, mais quand il sort oui, du mais banc, il Randall marque. Quand il sort Colomwani- du banc, excusez-moi, mais moi Oui, j'ai mais regardé Randall ses stats Colomwani avant de n'avait pas venir, ça. il n'a pas marqué tant que ça en fait. De quoi? Il marque pas tant que ça. Il a marqué 5 fois Il a là. marqué 3 buts en Ligue 1 Moi, je suis pour un désolé, mec qui sort- son but de samedi, et il ça a veut marqué dire 2 buts en Ligue des Champions. Je vais dire un gros mot, mais son but de samedi, c'est vous m'emmerdez tous. Il est à 25 mètres, il voit la fenêtre, il dit bon allez, vous me faites suer avec votre jeu de passe, de machin, de trucs. Je vais te mettre une sacoche, vous allez voir Bien ce que j'ai sûr. dans les pieds. Moi, vraiment, je le prends comme Mais ça. attention, moi je suis pas en train de moi, je trouve regretter. qu'il y a- Je suis pas en train de regretter le fait que Luis Enrique l'utilise pas plus. Non, mais il y a une vraie différence Je suis de pas- considération en plus, où là, mais Luis Enrique, l'année dernière, il y avait la même différence de considération, je pense, pour pour moi, pas du tout. Randall Colomwani, qui ne Mais lui avait non, pas été. il le mettait même plus dans le groupe. C'est-à-dire que là, tu sens qu'il compte sur Gonzalo Ramos dans un registre qui est très limité. C'est vrai, son statut, il est très limité dans la hiérarchie. C'est vraiment le Alors. super sub. Mais d'une certaine manière, il compte sur lui dans ce registre-là. Et en plus, Gonzalo Ramos, tu sens qu'il épouse ce statut-là. Ce statut-là, il le rejette pas. Il est OK. Il rentre dans les cases. Il fait le taf. Tu Alors, je suis l'entendras pas jamais d'accord faire du faire tout avec de... ça. Bah moi, Et je tu rappelle l'entendras quand même jamais qu'il faire a de fait une vague en zone sortie mixte. en zone Attends, mixte il y il a 3 semaines dans laquelle il a dit On écoute Marc. ah bah c'est normal, je suis jamais titulaire en fait. Quand t'es en jaune, Il y a 3 semaines, un mois, au Parc des Princes, on lui avait posé la question de pourquoi il était plus efficace en sortie de banc. Il a dit mais je suis jamais titulaire en fait. Enfin, donc
Oui, mais bon, ça après, c'est le problème, c'est qu'il... C'était un beau pavé dans la mare, quoi. Pour une fois. Je suis pas du tout d'accord. Je me permets, les amis, parce qu'on en a un qui vous écoute depuis tout à l'heure, et il se dit, bon, va falloir que j'y aille, que je rentre, comment je fais, j'ouvre les portes du saloon, j'y vais. Adri, ton regard là-dessus, sur ce statut de Ramos, on l'a vu au Media Day, on a eu la chance d'aller, on a été invité par le Paris Saint-Germain à aller voir un entraînement du Paris Saint-Germain, c'était génial, pour le coup, c'était cool. Et il y a un joueur qui a marqué tout le monde, qui était, mais clinique, dans tout ce qu'il a fait pendant 1 heure. Désiré Doué. Ah non, il y avait Désiré Doué. Non, il y avait Ramos aussi. Il y avait des enchaînements qu'on a vus en séance d'entraînement qu'on n'a jamais vus en match. Tu m'as même dit un truc que je ne dirais pas ici. Non, messieurs, dames. Mais c'était voilà, un enchaînement qui effectivement... Ouais, non, mais qui était impressionnant, qu'on n'a pas l'habitude. Mais après, très honnêtement, le constat qu'a fait aussi Luis Enrique et son staff, c'est que Gonzalo Ramos, c'est un joueur qui s'exprime beaucoup plus en fin de match quand les défenses laissent plus d'espace. Ils sont fatigués. Et que c'est sur des courtes périodes de 15-20 minutes. Et ça, c'est un constat qu'ils ont fait depuis quasiment la deuxième partie de saison derrière. Donc en fait, et Gonzalo Ramos ne fait pas démentir ces stats-là, puisque quand il démarre, il est pas bon, il est déconnecté du jeu. À Monaco, la semaine dernière, il rentre en cours de jeu, il ne touche aucun ballon en un quart d'heure. 0 ballon ? 0 ballon à Monaco. C'est vrai ? Un quart d'heure de jeu alors que tu es censé marquer. Ouais. Tu vois. Mais je trouve qu'en fait, son profil, il n'est pas adapté à ce que veut Enrique en début de match, en fait, tout simplement. Donc, mettons-le dans ce rôle de super sub, ça lui va très bien. Ou sur des matchs de Coupe de France, typiquement, voilà, ça sera plus conforme. Mais alors, juste une chose, et là, je fais un tout petit tour, parce que Marc a allumé la mèche. Moi, j'ai pas pu aller au bout de mon raisonnement. Mais tu vas aller au bout de ton raisonnement, mais juste, toi, de ton côté, tu penses qu'il faut ouvrir la porte en janvier ? Non, moi, je le garde en remplaçant. Ambre, pareil, je suppose ? Bien sûr. Bien sûr. C'est un mec qui va t'assurer 10 buts dans la saison. Il va finir son raisonnement. C'est Marc Méchénois. Voilà, très bien, merci. Bon, après, je Dis donc. Non, mais en fait, tout simplement, moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est est-ce que la porte est ouverte au mois de janvier ? Parce que en fait, la logique de Luis Enrique, c'est de faire en sorte tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner. La logique de Luis Enrique, c'est de faire en sorte que la concurrence, enfin, c'est le discours officiel. La réalité, elle est plus estompée, entre guillemets, on va dire, quand tu vois les matchs arriver, il y a une hiérarchie. Les grands matchs arrivent, il y a une hiérarchie. Mais la question, c'est de faire en sorte que chacun puisse peser sur l'autre et que la concurrence permette de voir le meilleur. Mais si, en fait, tu sais que ad vitam aeternam, tu ne seras que celui qui entrera en fin de match à la 75e minute. Solskjaer à Manchester a fait sa carrière là-dessus. Qui te dit que Gonzalo Ramos, jusqu'à la fin de la saison, tu vas le garder mentalement impactant à chaque entrée. Moi, je suis désolé, mais j'ai ces stats sous les yeux. C'est 2 buts en Ligue des Champions, 1 but en Supercoupe, et il fait 13 matchs, il met 3 buts. Alors ouais, il met 3 buts et aucun but dans le jeu en Ligue 1. Donc c'est peut-être une question qui se pose sur le fait de son apport dans ce. Il y a 2 buts en sortie de banc. Je m'interroge quand même sur l'efficacité, certes. Un but contre Rennes, un but contre Nice, où il marque sur corner à la dernière minute. Donc il y a un but dans le jeu qui est donc celui contre Rennes. Et puis, il y a un but contre Strasbourg pendant lequel il est titulaire et il dispute 90 minutes. C'est d'ailleurs son avant-dernier match titulaire en Ligue 1. Alors, moi, l'histoire du super sub, excusez-moi, mais je la trouve, faut quand même un peu la nuancer, quoi. Bon, en tout cas, il fait débat, c'est Gonzalo Ramos. Mais c'est bien, c'est toujours ça aussi la vie d'un club. Les amis, on va s'intéresser à plusieurs joueurs, juste pour ceux et celles qui nous regardent sur la chaîne YouTube, sur ici 100% PSG, ici Paris, Île-de-France. Je suis avec le nouveau maillot. Je trouve beau. Full black. Le full black. Yeah. Eh ben, il est pas mal. Avec j'aime bien. Petite bande rose, là, flashy et tout. Moi, franchement, plutôt pas mal. On m'a demandé, tu veux quel... J'ai mis... Le petit Viti. Mais oui, Vitinha, bref. Comment ça, c'est un cadeau qu'on t'a fait ? On m'a fait passer, ouais. Ah ouais, sympa. Du coup, il y a des auditeurs qui vont le gagner ou comment ça se passe ? C'est vraiment que pour vous. C'est que pour moi. Si tu regardes bien, je rentre dedans. Chaque fois, c'est ma taille. Dedans. Parce que la dernière fois, c'était pas ma taille. Alors que là, c'est ma taille. Bref, les amis, on va passer à un garçon qui a joué son premier match de la saison avec le Paris Saint-Germain. C'est Matvei Safonov. Matvei Safonov qui a fait une prestation intéressante avec 2 très belles parades. Il m'a ramené à quelques mois en arrière avec, vous savez, ces matchs où le Paris Saint-Germain était dominé, où Gianluigi Donnarumma nous faisait un arrêt exceptionnel et dans la minute qui suivait, Paris marquait
et tout basculer. Et là, c'était parti pour un festival. On l'a eu un petit peu comme ça, avec cette parade extraordinaire, cette extraordinaire voilà, arrêt horizontal qu'il est allé propulser ce ballon sur le poteau après la frappe de Le Paul. D'ailleurs, Le Paul est allé le saluer et le féliciter pour l'arrêt. Il l'a voyé au fond. Je crois qu'il voyait son but au Parc des Princes. Est-ce que, grâce à sa prestation, Safonov a peut-être rabattu les cartes dans une possibilité de la concurrence au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain? On sait qu'on n'est pas tous très satisfaits, certains en tout cas ne sont pas satisfaits des prestations de Lucas Chevalier dans ce qu'il propose depuis le début de la saison et son arrivée au Paris Saint-Germain. Safonov, sur sa première prestation, a été plutôt bon et rassurant. Est-ce que Safonov peut espérer tenter un coup comme titulaire ou c'est foutu pour lui? Je me retourne vers toi, Adrien. Non, je pense qu'en l'état, la hiérarchie est claire et même si Safonov a fait un très bon match, a été décisif, la confiance est maintenue en Lucas Chevalier. Voilà, ça a été le choix de Luis Enrique d'avoir un vrai gardien numéro 1 choisi par ses soins. Donc, c'est pas pour le changer au bout de 4 mois, même s'il y a évidemment des prestations qui peuvent être un peu douteuses de la part de Lucas Chevalier, mais faut pas non plus être dans la culture de l'instant. Et voilà, il faut se rappeler que le PSG investit énormément d'argent sur un gardien français qui est jeune, qui mise beaucoup d'espoir sur lui. Et c'est bien d'avoir un deuxième gardien qui est performant. C'est ce qu'on lui demande aussi quand il y a des moments sur des matchs de coupe, sur des finales de coupe, sur des matchs où parfois il faut faire tourner les gardiens comme Luis Enrique l'avait fait l'an passé. Il faut aussi se rappeler que Safonov s'est aussi planté l'an passé quand on l'avait mis sur des gros matchs. Rappelons-nous au Bayern. Voilà. Même si en interne, on estime qu'il avait fait l'intérim plutôt pas mauvais. Voilà, je trouve que non, c'est juste une bonne performance de Safonov. C'est très bien de sa part. Il voulait jouer. Il a prouvé qu'il avait des qualités, qu'il avait son mot à dire, mais que moi, je trouve qu'en l'état, la hiérarchie est toujours la même pour l'instant. Ambre, la réalisation, même si c'était sur Ligue 1+, nous a fait le coup de Canal+, c'est-à-dire quand il y a eu un arrêt de Safonov, hop, on nous mettait la tête de Lucas Chevalier en tribune. Est-ce que toi, est-ce que tu t'es mis peut-être à douter en disant finalement peut-être que ce serait ça peut faire concurrence? Non, pas du tout. C'est le marronnier des gardiens. De toute façon, à chaque fois qu'un remplaçant est bon, j'ai pas du tout douté. Par contre, ça me confirme qu'il pourra servir en backup dans le calendrier infernal, la Coupe de France par exemple, ou même simplement de levier de management sur un match ponctuel pour piquer un peu l'orgueil de Lucas Chevalier, comme ça avait été le cas sur Bayern PSG l'an dernier, pourquoi pas. Après, je rejoins totalement Adrien. Pour moi, il n'est pas destiné à une place de numéro 1 sur la durée. Il n'a pas les moyens de rebattre les cartes parce que Chevalier, c'est un vrai choix du coach, du staff, de la direction sportive du club. Il n'y a pas de raison de le lâcher, il faut lui laisser du temps. Mais voilà, Safonov, ponctuellement, s'il est voué à rester aussi, parce que, bon, évidemment, il y a plein de choses qui se sont dites durant ce week-end. Si jamais le backup est fiable, et c'est quand même cool de le savoir. Juste pour votre info, à Rennes, ils en ont transpiré, parce qu'il faut le savoir. Je ne crois pas que ça soit sorti dans la presse, mais ça a été sorti du côté d'Ouest France et du côté de Issy Armorique, les copains d'Issy Armorique. Il avait déjà affronté Rennes et il leur avait pourri un match avec Krasnodar. Il y a eu un Krasnodar-Rennes et il leur a bousillé une qualif pour la Ligue des Champions. Et c'était lui dans la cage. Et mon pote François Rosy d'Issy Armorique m'a dit Safonov dans la cage, c'est bon. J'en transpire déjà. Il nous avait écœuré sur un match. Bon, ça a recommencé. Comme ça a été réglé. Est-ce que ça peut piquer notre Lucas Chevalier? Est-ce que Lucas Chevalier en tribune, qui voit Safonov ne pas se planter et réussir son coup, est-ce que ça peut aussi, parce qu'il est arrivé, on lui a dit, tu es l'élu, tu as la place, voilà, c'est pour toi, Marc. On lui a dit, c'est bon, Lucas, tu n'auras pas de concurrence. Et finalement, il y a un gardien qui lui dit, attends, moi je suis là et je veux bien te concurrencer un peu. Ça le pique à partir du moment où on lui dit que la hiérarchie, elle est fluctuante, qu'elle est pas figée. À partir du moment où il a des gages de sécurité, je suis pas sûr que ça le pique. Après, la seule chose qui peut le faire piquer, c'est les réactions que ça crée dans l'environnement. Je sais que toi, tu étais en tribune, on en parlait la dernière fois. Il paraît que, donc, du coup, en tribune Auteuil, Lucas Chevalier est quand même un des grands sujets de discussion pendant les matchs. Et évidemment, les premiers papiers qui sont sortis après la performance de Matvei Safonov, c'est est-ce que Safonov, je l'ai là, auteur d'un arrêt exceptionnel contre Rennes, Safonov peut-il remettre en cause la hiérarchie? C'est ça qui peut piquer Lucas Chevalier. Après, je pense quand même qu'au club, il a globalement des
des gages de sécurité qui lui font savoir qu'il restera et qu'il est et qu'il restera le numéro 1 par la suite. En tout cas, on va bien sûr suivre cela. Je suis obligé d'aller sur ce terrain-là, même si je sais que du côté du Paris Saint-Germain, ça crispe un peu. Mais ce week-end, un garçon devait aussi peut-être jouer, c'est Ilia Zabarny. Sauf que Ilia Zabarny a eu, semble-t-il, une bronchite, une grosse grippe. Et c'est fou, c'est tombé le jour où Matvei Safonov, oui, Il était déjà absent vendredi de l'entraînement selon la version du PSG. du Paris Saint-Germain. Voilà. D'accord, ça c'est bien Et de... voilà, non, c'est qu'il n'était pas à l'entraînement le vendredi, selon ce que le PSG nous a dit, et que déjà la veille du match, il n'était pas là. D'accord. Parce Et qu'on l'avait donc- vu, mais Oui, on l'avait vu le jeudi à l'entraînement, ils ont évolué dans la même équipe, Zabarny et Safonov échangeaient même des ballons, des choses comme ça, donc je veux dire que pourtant on était dans un espace médiatique Oui. Ouvert, où il y avait des photos. sous les caméras. Voilà, Mm. donc c'est bon de le rappeler aussi. Oui, c'est sous l'œil des caméras, effectivement, les deux. Et moi, je me suis même fait la réflexion, tête en arrière pour passer au gardien, ça jouait. Ils étaient dans la même équipe. Ils étaient dans la même Exactement. équipe. Ça pouvait même annoncer qu'ils allaient jouer Potentiellement. le samedi ensemble. Sauf que la polémique a enflé autour de tout cela, puisque certains se sont dit, comme par hasard, Zabarny ne joue pas parce que Safonov est dans la cage. Au pays, en Ukraine, tout le monde avait un peu la pression. En Russie aussi, beaucoup de journalistes attendaient de voir si les deux allaient se saluer ou être même sur la même photo en même temps. Bref, il y a quand même un contexte derrière tout ça. Adrien, est-ce qu'il y a un doute à avoir ou est-ce qu'il faut qu'on arrête la théorie des complotistes et à un moment donné se dire que bon, c'est pas de chance, il a été malade? Je sais. Toi, tu partirais. Non, je sais Non, pas. Après, mais moi, à titre perso, non, mais j'ai un en vrai fait- doute. Je te le dis franchement. En fait, à partir du moment où le PSG fait la démarche de recruter Zabarny, que toutes les parties concernées ont été consultées sur la décision finale de le recruter, c'est qu'ils savaient que cette opportunité allait se présenter à un moment donné. Donc je ne peux pas croire que le PSG prenne le risque pendant X temps, parce que ça se trouve potentiellement, il y a un match de Coupe de France dans 13 jours à Fontenay. Safonov va jouer très certainement. Zabarny peut jouer éventuellement parce que Marquinhos sera joué la Coupe intercontinentale. Donc le cas va se représenter. Donc au bout d'un moment, ils seront bien obligés de cohabiter à un moment donné, je pense. Donc moi, je pense que là, pour le coup, j'ai envie de croire Non, mais à la c'est- malchance, entre guillemets, de la maladie de Zabarny. Voilà, j'ai envie de croire à cette hypothèse-là. Et le PSG, s'ils ont pris Zabarny, ils sont pas assez fous pour se dire on va retarder le problème combien de temps. Non, je pense que vraiment, au bout d'un moment, ils vont jouer ensemble, ils vont cohabiter. On l'a vu à l'entraînement jeudi. Je pense que ce scénario va arriver à un moment donné. Ambre, toi, tu rejoins l'avis d'Adrien ou est-ce que tu es plutôt de mon côté? Sur le côté, moi, j'ai quand même un doute sur l'histoire, même si effectivement les deux gars ont signé. Enfin, surtout Zabarny, quand il est venu, il savait qu'il y avait savait un que Russe. Safonov et était là, hein. Voilà, c'est ça. Je te rejoins là-dessus. Non, mais c'est vrai. C'est une des Bah, premières questions qu'il a posées en fait. Enfin, Oui. Non, mais sauf que là, c'est bizarre quand même. Ambre, Ouais, Marc, je ne sais pas. c'est. Ambre. Je sais pas vraiment quoi en dire. Je sais pas, parce que évidemment qu'on a tous pensé à la même chose, voilà. On a tous vu le mal. Non, bien sûr. Bah bien sûr, mais c'est une évidence, c'est comme le nez au milieu de la figure. Après, évidemment que on a envie de voir en fait ce que ça va donner dans les semaines à venir, notamment Coupe de France, et voilà, de voir si ça va appuyer nos doutes ou si ça va les désamorcer. On va très vite en avoir la réponse de toute façon, et il va falloir que si jamais les matchs ne désamorcent pas, il va falloir que le club, à un moment donné, ou les joueurs le fassent. Enfin, il va falloir qu'on passe à autre chose. Sachez en tout cas que alors, ça a attendu quand même Luis Enrique qu'on lui pose la question. Ça a attendu aussi la communication autour du Paris Saint-Germain qui toute la journée de samedi a fait passer le message qu'il était vraiment malade. Alors pour ceux qui nous regardent, vous vous dites pourquoi il est en train de regarder son smartphone, c'est que je suis en train de chercher une déclaration. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a la femme de Zabarny qui à première vue n'a pas la langue dans sa poche non plus, donc c'est Angelina Zabarna qui est allée sortir cette belle citation de son grand-père, belle ou pas bien évidemment, mais comme disait mon grand-père, ne cherchez pas de framboise dans la merde ni d'âme chez les moscovites. Voilà, donc et c'était le moment où son mari était malade et le fait qu'il ne jouait pas cette rencontre. Et on nous laisse entendre aussi que du côté de l'Ukraine, ça aurait été très mal vu que finalement ce match ait lieu avec les deux sur un terrain. Bref, le Paris Saint-Germain a mis les pieds dans de la géopolitique et je pense qu'ils auraient pu peut-être s'en passer. C'est un avis là aussi. On verra si un jour Safonov sera exfiltré
à court terme, Oui. ou pas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Parce qu'il paraît qu'on a le meilleur gardien au monde qui est avec nous, c'est Renato Renato Marin. bien sûr. Je sais pas, on nous a Non. annoncé qu'il était très fort. Ce que Heureusement, j'ai vu au Médiadé, moi, c'était pas. S'il le recrutait. C'est ça, mais Au moi, mieux. ça m'a pas convaincu, ce que j'ai vu. Il est jeune. Il est jeune, effectivement. On va arrêter là sur ce cas. Moi, j'avais un truc à dire. T'avais un truc à dire, Bah dis-nous. ouais. Bah oui. En fait, pourquoi on doute tous de la Bah, version parce du que- PSG? Parce qu'il y a, alors là, moi, pour le coup, parce qu'il y a une situation géopolitique qui est terrible Ouais. entre l'Ukraine et la Russie, et que je trouve que on s'est mis dans une situation compliquée et complexe au Paris Saint-Germain. Moi, très franchement, Ouais. le jour où Mais ils en le fait, font il y a signer, autre je ne vois chose pas l'intérêt. moi, je sais pas, qui met la puce à l'oreille. C'est tout simplement que le PSG, qui a quand même cette propension à faire de ses vidéos et de ses photos un usage pour son propre média, n'a jamais publié une photo Est-ce que c'est impossible? où tu les vois ensemble. Il n'y a pas un bout d'extrait de vidéo où tu les vois ensemble. À part, je crois, il y a eu vite fait une photo au parc où ils sont de dos pendant un échauffement, tu vois. Les mecs se parlent pas, s'échauffent pas du tout ensemble. Mais il n'y a rien sur les réseaux qui puisse te permettre de Parce que dire. la moindre petite image pourrait être ensuite Bien sûr. utilisée à des fins Bien sûr. politiques en Russie. Parce que la Russie moi, je n'attend pense que que ça, en tous- fait. Hein. Je pense que tout ça, en fait, a été voire presque contractualisé. Ça a été dealé. bien Et sûr. dealé au moment de la signature de Ilyas Barny. Je pense que ni l'un ni l'autre ne veulent apparaître devant les médias du club, devant tout autre média, ensemble, pour ne pas créer la moindre polémique. Et alors, je ne sais pas si ça traduit une coexistence pacifique, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots avec la guerre froide et tout. Mais à l'heure actuelle, on n'a jamais vu une interaction entre les deux hommes. Et donc, forcément, on se pose la question. Et comme l'a dit Adrien, on pourra peut-être même le voir dès mardi, parce que mercredi, le match contre le Bilbao, reste à savoir si Chevalier va revenir et donc si Ilyas Barny sera toujours grippé ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, hein, c'est que voilà, quand tu parlais en Ukraine, si jamais, je pense qu'en fait les gens se rendent pas compte, parce que peut-être que là derrière les internautes se disent ouais mais qu'est-ce qu'on se rend le chou, etc. Mais je pense qu'on se rend pas compte que voilà, il y a d'un côté un pays qui se fait massacrer par un État et par un pays, la Russie, et la moindre photo voilà d'un joueur en plus qui est emblématique pour eux, qui est, Oui, qui est qui engagé, est qui a pris parti, position. voilà, Qui a des amis aussi qui sont au front. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça peut effectivement poser problème des deux côtés. Et ouais, je vous dis, les médias russes aussi attendent avec malheureusement gourmandise pour certains le fait d'avoir cette photo pour dire bah regardez, les Ukrainiens se mettent à notre pli en fait. Donc il faut faire, on est vraiment dans un moment un peu tendu, et je comprends peut-être que le Paris Saint-Germain soit tendu, mais c'est le PSG qui s'est mis là-dedans, dans ce bazar, j'allais dire un plus gros mot, bourbier géopolitique. Les amis, on va parler d'un garçon désormais, c'est Ousmane Dembélé, qui enchaîne les petits bouts de match, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et qui peu à peu revient à la compétition. Et la question je me suis posée, je me suis dit tiens, on va poser la question aux copains et aux copines autour de la table, c'est de savoir s'il est rassurant ou inquiétant, Ousmane Dembélé, dans ce retour finalement. Moi, je vois son entrée où je ne vois pas trop d'accélération, où je le vois se positionner en numéro 10, mais voilà, alors, il distribue des bons ballons. C'est vrai qu'il y a quand même de très belles passes, la qualité est là, mais on a envie de dire que dans les accélérations et dans ce qu'on a connu d'Ousmane Dembélé, on en est très très loin. Est-ce que c'est rassurant ou inquiétant? Je me retourne vers toi, Ambre. J'avertis juste nos amis auditeurs et internautes, vous inquiétez pas, on va faire ce débat, puis tout d'un coup vous allez voir Adrien disparaître comme ça. Pour ceux qui nous regardent, c'est qu'Adrien a un rendez-vous, et comme on a un peu démarré en retard, c'est de notre faute, eh bien Adrien sera obligé de partir. Ils sont comme ça au Parisien, ils sont rock'n'roll. Grippé, il a une grosse grippe. Ambre, avec toi, Ousmane Dembélé, rassurant ou inquiétant ce retour? Je rejoins un petit peu ce que tu as dit là en introduction. Moi aussi, ça m'a frappé, la manière dont il dézonnait, la manière dont il touchait ses ballons, toujours dans une position un peu reculée, à essayer d'organiser, d'orienter. Même si c'est là-dessus que le dernier but se provoque, c'est sur son ouverture. Donc évidemment, sa qualité de passe, elle est là, mais ça me rassure pas vraiment. Et là, je te rejoins totalement parce qu'on n'a pas vu se tester dans ce qui est l'essence de son jeu, l'accélération, le dribble, la rupture.
voilà, on a l'impression qu'ils seront tentés d'un rôle d'organisateur pour pas prendre de risques, c'est-à-dire une forme de gestion. Mais du coup, moi, je me demande si c'est le staff médical qui lui demande de pas encore forcer, si c'est lui qui est dans une forme d'appréhension et qui a un petit peu peur de solliciter ses appuis. Et quoi qu'il arrive, du coup, ça me titille un peu parce qu'évidemment, on a envie de revoir l'Ousmane Dembélé de la saison dernière, celui qui joue l'esprit libre, sans penser du tout au physique, qui est dans la rupture, qui est dans un peu l'insolence de son jeu. Et moi, son entrée, elle me donne pas du tout cette sensation encore. Voilà, il est dans le contrôle pour l'instant, il se lâche pas et bah, pour l'instant, je pense qu'on est encore loin du Ousmane qu'on attend. Ouais, il y a quelqu'un qui est Non, mais d'accord avec toi, c'est En Adrien. fait, on est le 8 décembre et la saison d'Ousmane Dembélé, elle a pas démarré en fait. C'est Ouais. terrible. Hein. C'est l'impression. Et c'est pas le seul. Hein. Désiré 2, j'ai un peu la même sensation aussi. C'est que les blessures, le manque de rythme, tout ça, et c'est un peu frustrant. Et après, je pense qu'il y a eu on va dire, la jurisprudence du retour précipité contre le Bayern. Je pense ou que le staff a pas fait n'importe quoi, mais ils ont peut-être un peu trop forcé et voilà, ils l'ont poussé à revenir. Et le fait qu'il pète au bout de 25 minutes, là, on voit que Tottenham, il rentre en cours de jeu tranquille. Monaco, il rentre en cours de jeu. Là, contre Rennes aussi. Voilà, alors que typiquement sur un match contre Rennes, tu peux dire, tu le fais jouer 1 heure, tranquille, je reprends et tout. Et même là, sur un match comme celui-ci, il démarre quand même sur le banc. Donc on sent que le staff est très précautionneux et que vraiment que la prise de risque, elle est ultra minime. Et donc c'est vrai qu'on... Ouais, c'est pas dire inquiétant, mais c'est vrai que dans les prises de balles, dans les sensations, le côté vivacité qu'on a l'habitude de connaître chez Ousmane Dembélé, on n'a pas ça pour l'instant. Donc voilà, il s'agirait de lancer cette saison. Au bout d'un moment, ce serait pas mal quand même. On serait content. Bah ouais, non, mais ce serait bien. Ça s'agirait de Ça grandir. s'agirait de grandir, Ousmane. Ça s'agirait de grandir. Mais non, ouais, je sais. Est-ce que Ousmane aussi a peur que ça répète aussi à un moment donné? Parce que faut pas oublier qu'aussi sa fin de saison passée avec les Bleus, il y avait déjà eu aussi des soucis physiques. Donc il a tenu bon toute la saison passée et que voilà, je pense qu'il a peur de repartir sur un cercle un peu noir entre guillemets de l'enchaînement des blessures. Donc Il est là déjà. il est déjà un petit peu. Il est, Ouais, quand, même, il est quand même dans c'est la clair. machine, malheureusement. Marc, sur Ousmane Dembélé, un garçon qui est en... Moi, j'ai l'impression que c'est même lui qui, je sais pas, qui se freine un peu et qui était vraiment en train de se dire step by step et vraiment, je vais pas me faire mal, quoi. Bah moi, j'ai cette sensation-là parce que en fait, je trouve que son jeu, il est assez dénaturé en fait. C'est pas le même joueur en fait. Ouais, c'est pas un joueur Mm. d'évitement en fait. Ousmane Dembélé, c'est quand même un joueur de duel, c'est quand même un joueur d'appui, de changement de direction assez brutaux. Et en fait, on voit pas tout ça. Donc moi, quand je le vois rentrer, trottiner, galoper, essayer de faire le lion, j'ai plutôt l'impression de voir une projection sur Ousmane Dembélé tel qu'il pourrait être quand il aura 31-32 ans et que en fait, il sera plus ce joueur de 1 contre 1 fantastique qu'il est. Mais pour autant, je suis pas inquiet. Je pense que c'est pas le moment d'être inquiet. Je crois que c'est un garçon qui connaît très très bien son corps, qui a expérimenté les blessures à Barcelone et qui s'est professionnalisé, qui a appris à connaître chaque détail notamment sur les parties ischio-jambier, mollets, qui ont été celles qui ont été touchées en ce début de saison. Et donc, il a besoin de reprendre des habitudes, de revenir avec des sensations. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir le revoir, de voir avant la fin de l'année civile, un match, entre guillemets, où on va pouvoir le revoir dans ses standards de dribble, de percussion et de duel, ou est-ce que il se réserve gentiment pour la seconde partie de saison qui va être extrêmement dense en club et puis aussi en sélection puisqu'il y a la Coupe du Monde. Et moi, j'irais plutôt sur la deuxième option. Il se réserve pour la deuxième saison et il va monter crescendo pour être au top quand ça va compter à partir de la fin janvier. Il se fait sa préparation, en fait, là, ce que je suis en train de comprendre dans Je ce pense que qu'ils vous le êtes font en train de tous, me hein. dire. Ils font un peu tous, ouais. Ouais, je pense que Désiré Doué, il y a aussi eu un peu de ça aussi, dans le côté ne pas se précipiter, prendre son temps, être à l'écoute de son corps, surtout. Dans une saison comme celle-ci, c'est important. Donc voilà, c'est vrai que là, aujourd'hui, il n'y a pas des échéances extrêmement importantes compte tenu de ton avance en Ligue des Champions, compte tenu de ta situation en Ligue 1 aussi. Donc calma. Juste une chose, j'arrive, hein, Marc, j'ai vu que tu m'avais fait signe, mais on l'a vu, Désiré Doué, jeudi dernier, Ouais. on a été surpris parce que, vu l'entraînement qu'il a fait, C'était incroyable. il est prêt. Ouais. Lui, il est prêt, Bien et sûr. en fait, on décide de pas le faire jouer face à Rennes. Ils prennent leur temps. Je pense qu'on l'aura au moins dans le groupe pour le Bilbao, Je mais pense
qui sera du déplacement. En tout cas, il était frais. Ouais, et, non, mais on sentait que. le mec, tu te dis, il n'avait pas joué depuis un mois. C'était quasiment le meilleur sur le terrain, affûté, changement c'est une machine de d'appui. guerre. Physiquement, c'est une machine de guerre. Ah ouais, mais Sur là, il était. sur les changements d'appui, les accélérations, c'était assez impressionnant. Oui. Donc en fait, on va peut-être Je voir. pense qu'il sera dans le groupe, à confirmer évidemment, ça va dépendre de la séance du jour aussi aujourd'hui, mais les sensations étaient bonnes. Doucement, en tout cas, avec bien Ah, évidemment. ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles Ah comme ouais, ça. non, mais très franchement, Ambre, je te le dis, vraiment, jeudi, on a été hyper surpris parce que quand on l'a vu, on s'est dit, what Racontez-nous un peu. On s'est dit, il est sur le terrain, on a tous, en fait, on a passé notre temps à l'observer. Et au début, on s'est dit, bon, et là, on a fait, mais attends, mais il est prêt à aller sur le. Il a fait l'heure et demie d'entraînement. Ah ouais. Dans son Et puis, il a fait galoper tout le monde. Hein. Ouais. Enfin, dans les petits jeux, c'était lui qui les remportait tous et il gagnait tout. Précis devant le but. Ouais, c'est ça, avec Gonzalo Ramos, pour le coup. Ouais. Les deux étaient très précis dans le but. C'était assez impressionnant. Et tu te dis, ben ouais, moi je pensais le voir contre Rennes. Ils ont préféré attendre un petit peu. Marc, tu voulais rajouter quelque chose pour revenir sur tu as dit un Dembélé? truc qui m'a fait penser à C'est ce que j'ai dit. une situation qu'on a connue la saison 2022-2023. Tu disais, ouais, chacun se prépare un petit peu en 2022-2023. Donc c'est l'année de la Coupe du Monde au Qatar. Chacun s'est un peu préparé un peu Ouais, c'est vrai de qu'il la est trois, manière qu'il Mais entendait pour être performant au moment où ça comptait pour eux. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde est... C'est pour ça aussi que ce début de saison qu'on considère parfois un peu poussif, il peut être remis en question par cette fin de saison très longue, très dense et la Coupe du Monde qu'il y a. Je pense que tout le monde a ça en tête. On va dire au revoir à Adri. Hein. Salut mon Adri. Merci C'est à l'heure. tous, c'était un plaisir. Eh, Ouais, en content 2026, on n'attend pas le titre de champion d'Europe. On hein. attend le 7 décembre, si tu veux. Ça, Ouais. Le prochain titre de champion hier. d'Europe. Il faut savoir qu'on a commencé à discuter de savoir les billets d'avion, s'il fallait les prendre ou pas pour Budapest. Ouais, Je t'en ai déjà, déjà parlé l'année Eh dernière. oui, moi. je sais bien, toi tu m'as Moi, déjà j'ai regardé dit de une semaine après la finale, je pense. prendre. Tu l'as regardé. Il y en avait C'est pour un- 28 € d'annulation déjà. donc, C'est vrai. ouais, Comme ça, à moi, tu vois. l'époque. Là, tu commences à donner des idées à gens qui nous écoutent et aux amis qui nous écoutent. Ça va faire monter les prix. Ah, ça va faire monter les prix. Chut, non, vous n'avez pas entendu ce qu'on vient de dire. Oubliez ce qu'on a raconté. À Salut, demain mon Adri. à Bilbao. Hein. Allez, à demain à Bilbao. Tu prends l'avion à 9h50 ah, oula Oh. ouh, le Bonjour- Parisien. Bonjour aux supporters. Voilà, c'est ça. Au Bonjour aux revoir. supporters qui seront avec toi, bière ouverte. Ciao, ciao, Adrien. Merci d'être passé nous voir, Adrien Chantegrelet, l'équipe du Parisien, l'équipe du service PSG du Parisien. Juste pour terminer sur Ousmane Dembélé, en fait, à ce que je comprends, Ambre, dans ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il ne faut pas l'attendre avant janvier, début janvier, voire février, pour avoir un Ousmane qui sera enfin à 100% et qui lancera enfin sa saison. Oui, voilà. On va avoir un Ousmane, on va avoir un Ousmane dans un autre registre, mais qui n'est pas celui qu'on connaît, pleine possession de ses qualités techniques, physiques. Il va falloir être patient. Je trouve ça frustrant, moi, non? Bah, c'est un ballon d'or, donc évidemment qu'on a d'autres attentes désormais. On n'avait qu'une envie, c'était qu'il surfe là-dessus, sur ce statut, sur ses qualités, sur ce titre de champion d'Europe. C'est trop frustrant, évidemment. Mais bon, Oui, Marc. c'est comme ça. Eh ben, c'est clair. Je voulais revenir sur... Ça m'a rappelé une discussion qu'on avait eue avec Yacine Amened l'année dernière, qui parlait de la Je le salue. retenue on le dit un grand bonjour, qui parlait de la retenue qu'il avait pu constater quand il voyait Ousmane Dembélé sur certaines frappes, et qui traduisait un manque de confiance. Bah moi, je pense que là, tu vois, sur l'action qu'il a, il y a sa frappe qui est un peu dans les gants de Samba. Ça traduit justement pas une forme d'appréhension, mais de retenue un peu permanente. Et ça aussi, c'est un signe qui trompe pas. Et ouais, moi, j'aimerais bien quand même voir avant la fin de la saison, la fin de l'année civile, un quart d'heure où tu le vois au duel mettre le feu, quoi. Mais bon, est-ce que c'est possible? Moi, j'ai des doutes. Hein. Ouais, mais j'espère qu'on le retrouvera au début de saison. En tout cas, sachez-le, le Paris Saint-Germain en Ligue 1, puisqu'on vient de parler de la Ligue 1 et des joueurs qui ont composé cette équipe du Paris Saint-Germain lors de la rencontre face à Rennes. On s'est donc imposé sur le score de 5-0. Et le Paris Saint-Germain qui est en seconde position, en deuxième position, juste derrière Lens, avec un petit point d'écart entre les deux. On a par contre décroché l'Olympique de Marseille. Marseille qui est à 4 points désormais du Paris Saint-Germain et de
il y a Lille aussi qui est 4e avec le même nombre de points que Marseille. Par contre, derrière, ça décroche complet. Lyon est déjà à 9 points d'écart avec le PSG, 10 même du Racing Club de Lens. Prochain et dernier match de l'année 2025 pour le Paris Saint-Germain en championnat, ce sera face à Metz, Lanterne Rouge. Metz, ça sera là-bas du côté de Saint-Symphorien. Ce sera un match qui vous sera commenté par l'ami Romain Bédouc qui prendra le micro. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui prend les vacances un tout petit peu plus tôt que prévu. C'est moi. Les amis, on va parler de la Ligue des Champions. C'est mercredi. Par contre, on y va du côté de Bilbao. On va aller la voir, cette rencontre de la sixième journée, de la phase de poule unique de Ligue des Champions. Je vous le rappelle, Bilbao, l'Athletic Club de Bilbao face au Paris Saint-Germain. Je vous invite déjà à regarder et à écouter absolument le mag de Pia Clément qui a invité un spécialiste du club de Bilbao. C'est passionnant et on fait passer déjà un petit message, c'est lui-même qui le fait passer, c'est vraiment un spécialiste, petit message aux supporters qui vont se déplacer là-bas du côté de Bilbao, tranquille. Attention, voilà, on vous annonce que ça peut être un peu compliqué comme déplacement. On rappelle qu'en 2011, ça s'était très mal passé entre les supporters du Paris Saint-Germain et les supporters de Bilbao. Ça s'était aussi très mal passé avec la police locale. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention en vous déplaçant du côté de Bilbao. C'est pas marqué à risque, ça n'a pas été annoncé un match à risque, mais voilà, les autorités là-bas quand même laissent se planer le doute qu'ils auront l'œil sur les supporters du Paris Saint-Germain, alors que tous les déplacements se passent bien pour le PSG. Les amis, juste une chose, on parle de cette Ligue des Champions et de la Ligue 1. Est-ce que cette Ligue des Champions est encore importante ou est-ce que la Ligue 1 devient importante pour ce PSG, là, actuellement, dans cette période? Est-ce que finalement, c'était pas le match de Rennes et de Metz qu'il faut absolument assurer, que Bilbao, on s'est quand même offert le petit luxe d'avoir un peu d'avance et de pouvoir gérer un peu notre calendrier, Ambre? Pour moi, comme tu l'as dit, là, actuellement, en fait, est-ce que la Ligue 1 est plus importante que la Ligue des Champions à l'échelle d'une saison? Non, parce qu'on connaît le juge de paix, c'est au printemps. Mais est-ce qu'elle l'est actuellement? Oui. Parce que tu n'as pas de marge en Ligue 1. La Ligue 1, pour un club du standing du Paris Saint-Germain, c'est la base. Voilà, le PSG a laissé trop de spots. La saison n'a pas vraiment démarré. Là, il faut que justement ce match de Rennes, ce soit l'occasion de montrer que il faut démarrer enfin, il faut rattraper Lens. En Ligue des Champions, tu l'as dit, c'est un objectif aussi, mais tu as déjà un pied et quelques orteils en huitième. La situation, elle n'est pas tant préoccupante. Il faut se nourrir de tout ce que le Paris Saint-Germain a fait en Ligue des Champions pour garder de la confiance en Ligue 1. Maintenant, avant Rennes, il faut être lucide. Nous, on n'avait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent sur les performances des hommes de Luis Enrique en championnat. Maintenant, ça y est, il faut démarrer, il faut montrer que le Paris Saint-Germain est dans les clous de ce qu'il doit faire. Et la base des bases, c'est la Ligue 1, évidemment, là, actuellement. Marc, toi, pour ce PSG, on le rappelle, en Ligue des Champions, il est deuxième avec 12 points. Il est derrière Arsenal. Alors, il y a un flot d'équipes à 12 points. Il y a le Bayern, il y a l'Inter Milan, il y a le Real Madrid. Donc, ça va jouer serré pour les 8 premières places. Mais ce Paris Saint-Germain-là va affronter une équipe de Bilbao qui est 27e au classement de cette poule unique. Par contre, qui est 7e de son championnat et qui a fait une bonne perf ce week-end en tapant l'Atlético Madrid de Simeone, un but à 0. Mais pourtant, on a l'impression de se dire que si Paris, voilà, est-ce que c'est le match le plus important de la semaine? Moi, je pense que c'est un match très important parce que si tu regardes si tu fais des maths tu te bases sur l'année dernière, avec 12 points, si tu t'arrêtes de jouer la Ligue des Champions maintenant, avec 12 points, tu finis 21e ou 22e du tour de la poule, en fait, même s'il reste 3 matchs. Alors que si tu gagnes ce match-là à 15 points, avec 16 points, tu es quasiment assuré de finir dans les 8 premiers. Donc il te manque 4 points. Donc je pense pas que Paris doit galvauder ce match. Je suis pas sûr que l'équipe de Metz soit une équipe en top forme actuellement. Ah non, je te le confirme. Donc, et je pense que Paris prendra avec sérieux ces deux rencontres. Je vois pas comment. Enfin, je sais que le PSG nous a donné quelques sueurs froides ces derniers mois, mais c'est quand même
globalement un club extrêmement sérieux qui fait un début de saison assez remarquable compte tenu des difficultés de préparation dans lesquelles ils se sont mis. Le club s'est mis tout seul. Mais je pense qu'il n'y a pas de plus important, de moins important. Mais je crois que Paris va traiter ces deux adversaires avec beaucoup, beaucoup de sérieux. On rappelle que cette équipe de Bilbao est entraînée par Ernesto Valverde, voilà, c'est l'un des gros entraîneurs espagnols, un bel entraîneur espagnol. Juste une chose avant de se quitter, on fait court sur cette Ligue des Champions, puisque voilà, on vous propose plein de produits. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller écouter le mag 100% PSG de Pierre Clément pour vous parler justement de cette équipe de l'Athletic Bilbao. Vous allez tout savoir sur les joueurs. Alors, on va bien sûr retrouver Nico Williams, qui est quand même l'une des stars, alors qu'il est un peu en carafe en ce moment. Yuri Oui, ça c'est l'ami de la famille. Yuri Berchiche, c'est un peu le cousin qu'on va être content de retrouver. C'est un peu non mais c'est vrai, sérieux, ça fait plaisir de le retrouver. Ça a toujours été quelqu'un de. Il faut savoir que Nico Williams, il était il y a eu des petites discussions, il y a eu des petits échanges entre le PSG et le joueur avant sa prolongation extra large jusqu'en 2035. Il y a l'été où l'Espagne gagne l'Euro. Donc ouais. Je ne sais pas si ça a été très proche de se faire, mais en tout cas, il y a eu des discussions. Je vous propose un truc. On a 3 minutes pour faire ça et après on va raccrocher. La composition d'équipe du Paris Saint-Germain, moi je la vois avec, j'espère, Chevalier de retour dans la cage, Marquinhos, Pacho en défense centrale, à droite Warren Zaïre-Emery. Je vous rappelle juste qu'on a un petit problème. À gauche, on en a un qui a joué des coudes, qui s'appelle Lucas Hernandez, qui a pris un carton rouge et qui est suspendu pour cette rencontre. Et là, j'ai pas vu notre coach faire beaucoup d'essais. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met Beraldo ? Est-ce qu'on met Pacho ? Je sais pas. Est-ce qu'on met Mayoulou ? Qu'est-ce que toi tu tenterais quoi, Ambre ? Là comme ça, un peu faire un peu de foot manager. Oh là là, ouais, j'y avais pas du tout pensé à cette j'ai histoire. oublié de vous le dire dans la conversation. Ouais. Donc tu vois, je te prends. Mais je mettrais quand même Beraldo, parce que Beraldo il nous a montré que quand il y avait un petit voyage là-bas du côté de l'Espagne, il avait répondu présent. Je vais donne tout. Allez, il faut qu'il remonte, que les Lucas remontent dans nos estimes là. C'est maintenant ou jamais. Ouais, parce que c'est bête, parce que le Lucas Hernandez s'était bien comporté face à. On a tous des regrets, parce que moi je l'ai trouvé pas mal face à Rennes. Et c'est au moment où tu le vois bien, tu dis, ben voilà, il est suspendu. Et, en même temps, il s'est fait tirer les oreilles, Pépère. Oui, il en a pris une petite derrière les oreilles, effectivement. Marc, toi, coach Marc. Allez, t'as le droit de mettre ta casquette, ton sifflet autour du cou. Bah non, mais à contre-cœur. Ah, oula. Bah oui, je mets Beraldo aussi. Je crois qu'il n'y a pas de grande solution. Il n'y a pas de grande solution dans la mesure. Joao Neves a déjà été utilisé latéral gauche. Terrain, c'est vraiment ta pierre angulaire depuis le début de saison. Quand les attaquants ne marquent pas, il y a un des trois qui va sortir quelque chose de son chapeau. Donc, globalement, je pense qu'il ne faut pas toucher à ce qui fonctionne très très bien, t'apporte des garanties et du contrôle. Donc, Beraldo à gauche et Warren va être très très offensif. Ah ouais. Ouais, je pense. Donc un qui... En fait, on va revenir à l'ancienne quand après, faut Nuno voir... Mendes était bloqué côté gauche et que Hakimi avait le droit de gambader. Après, il y a aussi le fait que quand même sur le côté de Warren, il y a Nico Williams qui est quand même un ailier de percussion et qui se projette bien vers l'intérieur. Donc, à voir. On va voir effectivement pour cette rencontre, les amis, que vous allez pouvoir suivre sur notre antenne. On prend l'avion demain pour vous faire vivre des insides sur les réseaux sociaux d'ici Paris, Île-de-France. Et puis vous allez vivre cette rencontre en radio sur notre antenne et sur notre chaîne YouTube 100% PSG, ici Paris, Île-de-France. Les amis, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Ambre, à Marc. Merci Bruno. Merci les bises, merci à Marc et merci à Adri aussi qui nous a accompagnés, Adrien Chantegrelet, qui reviendra, je vous le promets, pour l'année 2026. On va lui forcer un peu la main, il reviendra dans le studio. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous PSG sur les antennes d'ici Paris, Île-de-France. C'est le matin avec le billet de Romain Bédouc que vous retrouvez
retrouver tous les matins à 8h37. Et ensuite, il y a le mag de Pierre Clément. Alors, la dernière fois, je vous avais donné un indice pour le futur invité. Et ben, je me suis trompé. Donc, j'ai pas donné c'était pas les bons initiales. Je me suis planté. Et en plus, vous savez quoi, l'invité nous a fait faux bon et sera là début janvier. Donc, Edel Apoula, on l'aura. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous l'ai dit. Comme ça, c'est plus simple. Je vais arrêter les jeux mystères. Et puis, je vous retrouve. Et on se retrouve là aussi pour le mag de Pierre Clément. Vous l'avez, le spécial Bilbao. Et la semaine et fin de semaine, vous aurez un spécial Christophe Glaise. Je vous le rappelle, et c'est très important, Christophe Glaise a été condamné à 7 ans de prison par la justice algérienne alors qu'il ne faisait que son travail en Algérie et il faisait un reportage sur du football. Lui, le fan du Paris Saint-Germain, c'est un gros fan du Paris Saint-Germain. Il anime même des quiz, soirée Ligue des Champions, PSG. Voilà, c'est un gros geek du PSG. Vous savez quoi, on va lui rendre hommage et faire un mag spécial pour parler de Christophe avec tous ses amis qui sont au Parc des Princes avec lui pendant les rencontres. Bien sûr, Free Christophe Glaise. Et moi, je vous rappelle toutes et tous, merci de votre fidélité. Il est temps de débrancher ce podcast.